États-Unis ont fait la même chose. Alors assiste-t-on à une nouvelle guerre froide? En Turquie, le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan décide de bloquer l'accès à Twitter, décision prise après la publication sur les réseaux sociaux d'enregistrements d'écoutes téléphoniques qui le mettent directement en cause dans un scandale de corruption. Les municipales en France, le premier tour, c'est ce dimanche. Peut-on craindre une montée du Front National? Et puis nous reviendrons sur la tribune publiée ce vendredi par Nicolas Sarkozy dans le Figaro, l'ancien président qui répond aux attaques dont il est la cible. Ce vendredi, nous sommes avec Anna Navarro-Pedro. Bonsoir. Bonsoir Anna, correspondante à Paris pour l'hebdomadaire portugais Visao. Avec nous, Louison, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes dessinatrice pour l'hebdomadaire français Marianne. Avec nous, Yvan Riofol, bonsoir. Éditorialiste au Figaro. On peut vous lire tous les vendredis dans le quotidien français, mais on peut également vous lire sur votre blog Liberté d'expression. Ziad Limam, bonsoir Ziad. Bonsoir. Directeur du mensuel Afrique Magazine. 2 jours donc de Conseil européen. Au final, eh bien, les 28 allongent la liste des sanctions. Alors pour l'heure, ce sont des personnalités russes ou criméennes pro-russes qui sont visées, mais pas de sanctions économiques. On écoute François Hollande, c'était ce vendredi à Bruxelles. Des sanctions individuelles ont été prises, notamment à l'égard de 33 personnalités. La seconde décision a été de suspendre, même d'annuler un certain nombre de réunions qui devaient avoir lieu, notamment celles entre l'Europe, l'Union européenne, et la Russie. Et enfin, il a été décidé de réduire les relations commerciales, économiques et financières entre l'Europe et la Crimée. Anna, comment cette crise est-elle vécue au Portugal? Est-ce qu'on s'en préoccupe ou la Crimée, c'est bien trop loin Non, le Portugal a toujours été extrêmement intéressé par la politique internationale, ne serait-ce pour ne pas trop regarder ce qui se passe à l'intérieur. C'était déjà comme ça du temps de la dictature et ça reste aujourd'hui quelque chose qui nous fait un petit peu dérivatif de nos peines intérieures avec la crise économique. Évidemment, quand on la regarde et très attentivement, on a par ailleurs de très bons spécialistes de relations internationales. Il y a beaucoup de nostalgiques de la guerre froide aussi. Donc là, ils se retrouvent en terrain connu, avec des repères, des vieilles repères bien solides qu'ils essayent d'exhumer. Évidemment, ce n'est pas que les spécialistes des pays périphériques à qui ça peut intéresser. Évidemment qu'actuellement, au-delà des péripéties de qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va continuer à punir, est-ce qu'on va avoir des sanctions plus élevées, plus grandes, est-ce qu'on va, au-delà de tout ça, ce qui est extrêmement intéressant à vérifier, c'est qu'effectivement, on redonne un sens à l'OTAN qui n'en avait pas. Ils allaient avoir un sommet bientôt, ils ne savaient pas très bien quoi mettre sur la table, là ils savent. On redonne un sens à ceux à qui, à Washington, hurlaient contre la politique de président Obama de réduire les nombres d'armes nucléaires et on remet sur la table des programmes, enfin au moins des idées de relance des armes nucléaires qui commencent à être un peu obsolètes aux États-Unis. Donc on revient, c'est extrêmement curieux, on revient à des choses, à des basiques qu'on croyait un peu dépassées au XXIe siècle et faute de savoir où on allait et qu'est-ce qu'on allait faire, on se raccroche à ce qui était quand même des repères solides au XXe siècle. Yvan Riofol, est-ce que vous trouvez que les Européens sont à la hauteur de la situation? C'est peu de le dire que non, hélas. C'est une humiliation permanente pour nous, Européens, que de voir à quel point Poutine nous méprise. Méprise l'Union européenne, méprise l'Europe, méprise, dans le fond, la démocratie libérale que nous représentons et qu'il est. Et donc c'est cette haine qui est très irritante naturellement et qui nous montre à quel point d'ailleurs l'Europe est devenue faible à tout point de vue. Elle est devenue faible naturellement diplomatiquement car elle ne peut rien faire que des sanctions dont on se doute bien qu'il n'a que faire, d'interdire quelques personnalités de puiser dans l'argent aux États-Unis, la belle affaire. Donc il y a ceci qui remet en question quand même les choix diplomatiques qui avaient été faits du soft power, de la compréhension, etc. Et on voit que cette Europe désarmée est désarmante et qu'elle ne pourra pas, naturellement, si Poutine décide d'une agression plus particulière et plus militaire, elle ne pourra pas riposter. Et puis également, une Europe affaiblie dans son idéologie même, c'est-à-dire que le précédent du Kosovo qui a fait que l'Europe a appuyé précisément
une cession d'un territoire sous prétexte que ce territoire était devenu majoritairement kosovar alors qu'il était serbe auparavant, justifie aujourd'hui toutes les autres décisions, toutes les autres scissions pour un prétexte de nationalisme ethnique. Et c'est ceci qui se passe en Crimée, avec des bonnes raisons, bien sûr, puisque la Crimée était historiquement russe. Mais on voit que la Russie le fait en tournant le dos à toutes les règles élémentaires du droit international. Enfin, les Occidentaux ont souvent tourné aussi le dos aux bien sûr, règles c'est pour ça que je vous dis qu'il y a du droit de la part international. Je pense à l'Irak, notamment. Bien sûr, c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une grande faiblesse diplomatique, une grande faiblesse idéologique, et nous payons aujourd'hui tout cela. Vous êtes d'accord avec ça, Ziad Limam? Les Européens sont faibles aujourd'hui? Les Européens sont faibles parce qu'ils excluent, comme les Américains, la carte ultime. À partir du moment où vous dites clairement que vous ne ferez pas la guerre pour la Crimée, ni pour celle de l'Est, ni pour l'Ukraine de l'Est, c'est qu'on n'a pas, c'est le cas de le dire, toutes les armes en main. Donc on part du principe que la Crimée est perdue, on se dit qu'il faudrait essayer de sauver l'Est de l'Ukraine, et donc on a une espèce de système de sanctions qui s'adapte à la situation en espérant envoyer des messages suffisamment forts à Moscou. C'est vrai que ça a l'air comme ça, ces sanctions, ça a l'air un petit peu, je veux dire, fade, mais en fait, on s'aperçoit aussi ça touche quand même le cœur du pouvoir russe, ça touche l'argent, et on sait que c'est la première vague, donc peut-être que ça sera plus important, peut-être qu'après il y aura des banques. Moi, je pense que les Russes vont être sensibles, le pouvoir russe va être sensible à des arrestations. Il y a quelqu'un qui a été arrêté à Vienne, qui est un oligarque ukrainien qui était très proche de Moscou. Donc, les Américains sont très forts pour ce genre de système où ils enserrent l'adversaire dans un espèce de filet dans lequel on ne bouge plus. La deuxième chose, c'est que pour le moment, on a une opinion russe qui est totalement, j'allais dire, dopée par le poutinisme flamboyant, par une victoire nationaliste. Ce dopage s'explique par le désarroi. Et à un moment, quand le dopage sera passé, la Russie sera confrontée à sa propre image, c'est-à-dire d'abord sur cette histoire-là, c'est quand même un démembrement. La contagion ukrainienne, c'est quand même ce que disait Yvan, c'est quand même le modèle démocrate-libéral. Une grande partie de la Russie moderne est tentée par le modèle démocrate-libéral. Je pense, Moscou, les grandes villes, la Russie Ça n'apparaît pas. Si, quand il y a eu des manifestations, Yvan, excusez-moi, on les a oubliées. On les a oubliées aujourd'hui. Mais c'était des manifestations très représentatives de l'ensemble du pays. Mais la Russie n'est pas entièrement moderne, mais il y a une Russie moderne qui est tentée, comme il y a une Ukraine qui est tentée. Ce modèle européen qu'on décrit en permanence, on dit qu'il est faible, qu'il est nul, etc. La réalité, c'est qu'il parle au peuple du monde, parce que c'est le seul endroit où il y a un équilibre entre démocratie, argent, bref, il y a quelque chose d'européen qui parle. Anna, et ensuite, il manque une fois les 12 ans parce que vous avez préparé un dessin. Que les sanctions sont pas assez faibles, tu disais. Arrêter des gens proches du pouvoir de Moscou, ça peut appeler une rétaliation qui peut être nuisible pour les entreprises européennes, américaines qui sont présentes. C'est pour ça que les intérêts financiers, économiques sont très importants entre l'Union européenne, entre la France, avec la Russie. Donc on ne peut pas aller trop loin là-dessus. Par contre, je voulais revenir, parce que je pense que vous l'avez tout à fait raison, on ne l'a pas assez souligné, le fait qu'on a effectivement contourné la loi internationale, qu'en fait on a introduit l'arbitraire dans la lecture de la loi internationale, du droit international dans les Balkans, dans les années 90. Et effectivement, ça a ouvert la porte à tous les problèmes en relations internationales que nous avons aujourd'hui. On a une grande partie des problèmes. Ça, on ne le souligne pas assez. Et c'est les Occidentaux qui ont vraiment fait fi du droit international dans les Balkans. Oui, bien sûr. Yvan Rioufol, vous vouliez réagir aussi à ce que disait Ziad Limam, qui disait que l'Europe était un modèle et qu'il y avait une aspiration, et notamment aussi des Russes, à ce modèle européen. Oui, ce que je constate sur l'Europe, c'est que l'opinion française, en tout cas, je ne connais pas l'opinion européenne, mais l'opinion française se traduit par une poutinophilie qui me paraît dépasser très largement la droite, l'extrême droite, pour atteindre également notamment les gaullistes et notamment atteindre également des gens de gauche. Ce que je veux dire par là, c'est que la faiblesse qui est très... Mélenchon. Hein, Mélenchon et d'autres, il faudrait creuser pour voir s'il n'y en a pas d'autres. Et donc, c'est ce qui m'effraie un peu, c'est qu'il y a une sorte d'attirance autoritaire aujourd'hui dans nos démocraties affaiblies, dans nos démocraties malades. Je ne dirais pas une tentation totalitaire, mais une tentation autoritaire en tout cas, qui nous fait montrer ce que sont devenues aujourd'hui nos démocraties. Ça, c'était la première réflexion que je voulais faire. Et pour à l'intérieur de nos démocraties, par le biais économique, pardon. Oui. Et pour aller plus loin, je pense que Poutine joue quand même malgré tout avec le feu
en essayant de susciter des réveils identitaires, car s'il veut faire des référendums un peu partout dans ces républiques, que n'en fait-il pas en Tchétchénie, par exemple, ou ailleurs? Et là, ça peut peut-être donner des idées à ces peuples-là qui souffrent également de la tutelle, plus que de la tutelle, de l'autoritarisme de cette... Mais là, il y aura les chars russes avant même qu'ils aient le temps de mettre un billet de vote, je pense, pour un référendum. Moi, je pense peut-être un peu surprenant, je pense qu'on mythifie un peu cette puissance russe. Je pense clairement que sur la Crimée, les Européens et les Américains surtout ont été surpris par la rapidité, par la vitesse d'exécution du plan qui devait être quand même relativement préparé, mais que après ça, une expédition militaire russe aujourd'hui en Ukraine, je leur souhaite bien du plaisir parce qu'on n'est plus du tout sur le même terrain. On parle d'un pays très puissant, mais qui finalement est fauché à part son pétrole et son gaz et à part accumuler des richesses dans une banque centrale qui leur permettent d'acheter des maisons, etc., un peu partout en Europe. Je veux dire, c'est vrai que la Russie est forte, mais on ne sait pas ce qu'elle vaut sur le plan militaire, on ne sait pas ce que ça donnera si... Il y a un budget militaire quand même qui est, qui est très considérable, alors que nous, les Européens, non, mais pourquoi on parle on a choisi de désarmer alors qu'eux, ils réarment. L'Europe n'est pas une puissance militaire ni politique. Moi, je parle des États-Unis, on ne va pas parler de l'Europe comme si on était le centre du monde. On parle de l'autre puissance qui est la puissance. Moi, je dis, les Russes, à mon avis, ils s'y croient un peu sur ce coup-là. Je pense qu'ils sont dopés par le muscle de Poutine, que Poutine a un grand plan qu'il a dit 25 fois, c'est l'Eurasie, et il sait que ces années commencent à défiler et qu'il faut qu'il fasse cette reconstruction de l'Empire russe, mais les Américains ne vont pas regarder ça en regardant passer les trains. Enfin, je veux dire, je n'imagine pas du tout les Américains s'engager militairement pour défendre Kiev. Je complétais. Non, mais je pense que vous vous trompez sur la décision. Et puis sur le côté militaire... Je pense que vous vous trompez sur la capacité qu'ont aujourd'hui les Américains, ou la volonté même qu'ont aujourd'hui les Américains à vouloir intervenir militairement. Si on parle bien je parle pour l'instant, pas nous sommes dans une guerre froide qui peut effectivement déboucher sur une guerre militaire. Et d'ailleurs, si on part sur une guerre militaire, on voisine très vite une troisième guerre mondiale. Il ne faut pas se leurrer. Je pense que l'option militaire est totalement exclue. Oui. Mais Barack Obama a dit « the full force of our diplomacy ». La full force de la diplomatie américaine, c'est pas du blabla. Quand il décide de s'y mettre, que ça soit sur... Mais là, avec Barack Obama, on a quand même un peu... Je crains que ce ne soit du blabla. On a un peu du mal, on a l'impression qu'il s'y met jamais, en fait, au niveau international. Il n'a pas perdu beaucoup des crises internationales, hein. Je veux dire, bon, après, qu'est-ce qu'il a gagné comme crise internationale? Il a maintenu ce qu'il a à maintenir, mais là, leurs intérêts sont directement, j'allais dire, frontalement attaqués par une puissance adverse. Je vous dis, on va voir ce qu'on va voir, mais je ne pense pas que les Américains se coucheront. Bien que les grands alliés de la Russie, que sont la Syrie et l'Iran, sont deux autres pays qui pérorent et qui font des pieds de nez aux États-Unis. Donc, quand vous dites que Obama impressionne tout le monde, il n'impressionne personne. Et là, j'aimerais qu'il impressionne, mais il n'impressionne pas. Et puis, surtout depuis l'affaire syrienne aussi, il a été un peu quand même décrédibilisé après avoir c'est un monsieur qui ne va pas à la guerre comme son prédécesseur et y aller tous les 4 matins. Oui, mais alors là, on passe pas d'un extrême à l'autre. Est-ce qu'on passe pas d'un Jimmy Carter à un George Bush? Je pense pas. Je pense que... Enfin, je veux dire, on parle d'un président qui a utilisé les drones à tir-larigot sur la moitié du Moyen-Orient et sur le Pakistan. On parle d'un président qui a fait flinguer Ben Laden. On parle d'un président... Enfin, je veux dire, c'est pas des... je veux dire, la caricature Obama, c'est aussi le pendant de la caricature Poutine. Obama n'est pas un pacifiste. Obama est le président des États-Unis. Prix Nobel de la paix, tout de même. Je vois. Oui, bah, c'est pas... Prix Nobel de la paix en 2009. Mais ça ne fait pas de vous un pacifiste. Il a été d'ailleurs suffisamment critiqué pour avoir eu le prix Nobel de la paix parce que c'est une puissance militaire. On verra, moi, je suis moins optimiste que vous. Alors. Je donne la parole à Anna, mais d'abord Louison, parce qu'elle n'a pas parlé encore. Elle a dessiné en revanche. Elle fait ses dessins en direct. Le de ce métier, c'est qu'on parle peu. J'ai fait un dessin qui finalement résume un peu tout ce qui est en train d'être dit. C'est sur l'ironie de l'histoire. C'est-à-dire que la Crimée, c'est aussi Yalta, c'est les accords de Yalta, c'est la reconstruction après la guerre, et que tout d'un coup, là, on est en train de tout détricoter, de charpiller, Et donc voilà, donc on voit que le panneau Yalta, il a pas beaucoup de visiteurs récemment, et qu'on a un petit peu oublié ce qu'était aussi la Crimée il y a donc en 45, il y a 70 ans maintenant ou presque. Anna, je voulais juste rappeler que sur le plan militaire, tu disais tout à l'heure que la Russie est vraiment diminuée, certes, mais les États-Unis, la suprématie militaire des États-Unis, mettons les armes nucléaires à part, mais la suprématie militaire des États-Unis dépend de son aviation, et la Russie est le pays qui a les moyens militaires de mettre à mal cette aviation, parce qu'ils ont une défense terre-air qui est extrêmement crainte par les militaires américains. Donc, sachant cela, ça aussi, dans toutes les guerres jusqu'à présent,
situation, que ce soit dans les Balkans, que ce soit en Syrie ou que ce soit même avec l'Iran, le fait que la Russie puisse fournir ses défenses antiaériennes à ces pays-là a toujours été considéré par les États-Unis comme un casus belli. Et la Russie a fréquemment cédé ou ne pas donné au moins les armes, les versions les plus modernes. Donc là aussi, il y a une certaine dissuasion mutuelle à ce niveau-là, même si la Russie n'a pas aujourd'hui les moyens que peuvent avoir les États-Unis. Yvan Rioufol. Je pense que dans un simple réflexe de survie, il faut également que l'Union européenne, que l'Europe s'interroge sur ce qu'elle est devenue, sur l'image qu'elle donne au monde. Et il faut qu'il y ait un sursaut sur au moins une remilitarisation, au moins une constitution d'une armée européenne, qui soit ne serait-ce qu'un reliquat qui puisse impressionner un Poutine. Ça va être bien difficile naturellement, mais on ne peut pas rester avec cette simple Europe commerciale, cette simple Europe marchande qui croit se faire admirer par de la part d'anti-européens convaincus, commencer à nous parler de l'Europe de la défense, je trouve ça extraordinaire. Pardon venant d'anti-européens convaincus, qui se mettent à parler... D'anti-européens convaincus qui? Moi? Vous n'êtes pas particulièrement un adepte de l'Europe fédérale. Je suis un Européen convaincu, mais je suis un anti-Union européenne telle qu'elle se présente aujourd'hui, car cette Union européenne me fait honte. Si elle s'arme, on va vers plus de fédéralisme. Après, c'est une question. Non, vous parlez de budget équilibré, si on continue comme ça, bien sûr, mais l'Europe sera le ventre mou qu'elle est, et encore davantage, mais ce ne sera pas à notre avantage. Bon allez, on va faire une petite pause. On va parler de la Turquie, on va parler de Recep Tayyip Erdogan. Voilà encore un personnage autoritaire. Alors, vous voyez ces images, voilà, en direct donc de Sébastopol en Crimée, les Ukrainiens donc de Sébastopol qui fêtent aujourd'hui, eh bien ce soir, le rattachement de la Crimée à la Russie. Je vous rappelle que désormais toutes les formalités ont été faites en Russie. Le Parlement russe a donné son feu vert à ce rattachement et ce soir, eh bien ces scènes de liesse, ces scènes de joie, ces feux d'artifice à Sébastopol en Crimée. La Crimée donc qui passe sous drapeau russe. Voilà, on se quitte avec ces images en direct, on en reparle dans un instant. Le rappel des titres et puis la seconde partie de notre semaine dans le monde, je vous le disais, on va parler d'un autre personnage qui lui aussi montre les muscles en ce moment, quelque peu autoritaire, Recep Tayyip Erdogan. Et puis on parlera politique française, les municipales, le premier tour c'est ce dimanche et Nicolas Sarkozy qui fait son retour dans le Figaro. A tout de suite.